Ce soir, et je l'en remercie, nous allons avoir le plaisir d'entendre Claude Béquignon, notre référente nationale à la protection animale, d'une part, donc membre du pôle d'expertise à ce titre, et d'autre part, Claude, que vous connaissez bien, qui est référente de l'île départementale de l'Île-et-Vilaine. Nous allons l'entendre sur la question qui est son domaine de compétences, de spécialité première, peut-être, sur la question de la protection animale, qu'elle a sous-titré assez éloquemment, il me semble, pour la protection des grands équilibres. Alors, je tiens à dire que, évidemment, nous sommes tous très soucieux de l'actualité brûlante et très engagés par ailleurs, que le thème de la protection animale, on a considéré qu'il fallait maintenir cette conférence formation parce que la question, en quelque sorte, dépasse ou déborde l'actualité, puisque c'est une question par rapport à laquelle les patriotes sont engagés déjà sur le long terme, puisque dans la charte, notre charte fondatrice, apparaissait déjà et continue d'apparaître des dispositions sur le sujet de la protection animale. Je crois que nous pouvons nous enorgueillir d'être un mouvement politique qui est très concerné par cette cause, mais j'ajouterai d'une façon qui n'est pas dogmatique, et je pense que Claude en fera la démonstration ce soir, d'une façon qui n'est pas dogmatique, qui est au contraire mesurée et raisonnée. Contrairement, suivez mon regard, à quelques mouvements radicalement pseudo-écologistes qui, eux, manquent bien souvent de raison. Je pense en particulier à l'inénarrable député Émeric Caron. J'ajouterai sur le plan pratique que, bien sûr, cette vidéo, cette conférence est enregistrée. Les premiers arrivés d'entre vous ont entendu que je lançais l'enregistrement, que comme à chaque fois, elle sera montée et elle sera visualisable sur notre chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube du pôle d'expertise, intitulée comme la revue qu'il édite, Défi souverainiste. Je suis en train de vous donner le lien de la chaîne YouTube en question dans le chat. Et deuxièmement, chose importante, Claude a enregistré récemment un entretien une heure et quart, je crois 1h14, il me semble. Donc un long entretien sur ce sujet qui sera donc complémentaire avec son intervention de ce soir. Cet entretien sera mis en ligne lui aussi très très prochainement, sans doute en même temps que la vidéo de l'intervention que nous allons entendre à présent. Je cède la parole à Claude et bien entendu, suite à son intervention, comme à l'habitude, eh bien, vous serez à même de poser des questions, d'intervenir. On veillera cependant, comme à l'habitude, à ne pas être trop long. Donc, ce serait bien de ne pas dépasser, de ne pas excéder les 21h30 au total. Voilà, à toi Claude, merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous, amis des animaux et personnes conscientes de l'importance de l'enjeu que représente la lutte contre toutes les maltraitances animales. Mon expérience de la protection animale, c'est une expérience de terrain. J'ai été enquêtrice pour la SPA du pays de Saint-Malo pendant une douzaine d'années. J'ai également fait partie du conseil d'administration. J'ai tenu l'accueil du refuge plusieurs après-midi par semaine pendant 3 ans. Et dans le même temps, j'étais également demandée par la Fondation Bardot pour devenir enquêtrice. Donc j'ai accepté, ce qui avait l'avantage pour nous, à Saint-Malo, d'avoir cette carte de la Fondation Bardot qui nous permet d'être un peu mieux entendus par la police et surtout par la gendarmerie. Donc c'est une expérience très enrichissante, donc qui n'était pas une expérience de dossier, c'était vraiment, j'étais sur le terrain et on devait prendre la plainte au départ et aller jusqu'au bout, ce qui a été fait pendant une douzaine d'années. Je faisais environ 5000 km par an en tant que bénévole, je dis bien, hein, pour les enquêtes sur les animaux. Et ça ne concernait pas seulement les chiens et les chats,
pour la Fondation Bardot, c'était beaucoup les gros animaux, avec surtout les chevaux. J'ai dû me documenter sérieusement sur le sujet avant ma première enquête. Après, on commence à s'habituer. Et sur aussi également, on intervenait sur les circuits itinérants, sur donc, du bétail mal en point, sur les ânes, beaucoup, dont on ne traitait pas bien les sabots. Le maréchal Ferrand ne venait pas souvent. Et aussi, un plus étonnant, sur des ours, un montreur d'ours qui était dans la région de Saint-Malo dans les années 90 et qui ne montrait plus ses ours puisque c'était assez mal vu. Donc, il les détenait dans un espace comme un jardin en bord de Rance. Et en fait, on nous avait appelés, pas spécialement pour défendre la cause de ces ours, mais parce que les gens avaient peur. Et des gens ont appris qu'il y avait des ours là. Et donc, on est allé voir et on le connaissait. Hein. Bon, les ours n'étaient pas maltraités, ils étaient juste en prison, mais ils s'en occupaient bien, ils leur donnaient à manger. Et malgré l'intervention d'un journaliste spécifique, qui vraiment a été très, très calé sur cette question des ours, on lui avait trouvé une place pour ces 2 ours dans un domaine immense, un sanctuaire pour animaux en Italie, où tout était pris en charge, le déplacement des ours et puis le séjour. Et il n'a jamais voulu parce qu'il nous avait dit, sans méchanceté, qu'il était le mâle dominant de ces deux femelles ours et que voilà, il voulait continuer à vivre avec elles. Bon. Alors, je pense qu'elles sont toujours vivantes parce qu'il y a un article encore assez récent sur Internet le concernant. Par ailleurs, il a un très bon, c'est un Zigan et il a un très bon orchestre où il fait de la belle musique. Alors, j'avais essayé de le convaincre qu'effectivement, il pouvait peut-être se suffire de sa musique, mais je veux dire qu'il n'y avait pas eu moyen d'obtenir un résultat. Enfin, c'est assez rare. Hein. À Saint-Malo, on n'intervient pas sur les ours toutes les semaines. Voilà. Alors, j'envisageais de vous raconter, de vous parler de mon chaton nouveau et de mes chiennes, mais ce ne serait pas raisonnable parce qu'à minuit, on y sera encore. Donc, plus raisonnablement, je vais vous parler de quelques thèmes sérieux, cette fois, qui concernent la protection animale. Alors, d'abord, le titre, le respect des grands équilibres. C'est l'équilibre, bien sûr, entre l'humain et l'animal. Et la protection animale, elle touche plusieurs milieux, des milieux très différents. Alors, c'est une cause émotionnelle, mais il convient de la traiter avec beaucoup de rationalité et de recul et de raison, parce qu'on peut mettre en l'air pas mal d'équilibre quand même. Hein. Alors, par exemple, je vais donner l'exemple des cirques. Les nouvelles lois qui ont été votées fin 2021 stipulent qu'en 2028, les cirques itinérants n'auront plus le droit d'avoir des animaux sauvages, ce qui est une très bonne chose, parce que la plupart des cirques itinérants sont assez pauvres, ils n'ont plus tellement les moyens d'entretenir leurs animaux. Et donc, c'est raisonnable de faire ça. Beaucoup de gens ne sont pas contents parce que 2028, ça fait un longtemps. Mais je pense que la protection animale, quelquefois, il faut accepter que ça se fasse sur un temps long, dans la mesure où il va falloir que les gens du cirque trouvent d'autres solutions, ils imaginent d'autres numéros sans leurs animaux sauvages. Alors, ça fait un moment déjà qu'ils se préparent. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. C'est vrai qu'ils ne sont pas contents, bien sûr, c'était leur vie. Hein. Ils avaient des habitudes qui étaient celles-là. Mais ça ne peut plus aller dans nos sociétés actuelles et je pense que c'est très bien. Les animaux sauvages doivent rester en liberté dans leur monde naturel. Mais il faut du temps, et donc ça ne se fera que sur donc, quelques années. Et ainsi de suite pour tous les autres thèmes pratiquement qui vont être abordés. Voilà. Je vais commencer par un thème que je connais assez bien parce que je l'avais travaillé pour quand on était allé au meeting de Concrail, où là on était vraiment en zone rurale et c'était un thème qui s'imposait. Donc, les animaux d'élevage destinés à la nourriture et les abattoirs. C'est pas très, très drôle, mais on va quand même essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop pénible. Alors, donc, je vais d'abord évoquer les violences faites aux animaux d'élevage destinés à la nourriture. Principalement, ça concerne les grands élevages industriels.
sur le lieu de vie, durant les transports, parfois très longs, qui leur sont imposés pour les conduire à la mise à mort, et pour les traitements sans ménagement qui leur sont souvent réservés dans les abattoirs. Les infractions par rapport à la législation européenne sont vraiment fréquentes durant les transports. Et il y a une association de protection animale, L214, qui fait des vidéos et qui fait un énorme travail sur ce sujet, un très bon travail, et qui alerte sur tous les manquements à tous les niveaux pendant ces transports. Logiquement, la durée ne doit pas excéder 12 heures en France et 8 heures si on passe une frontière. Les chauffeurs, accompagnateurs doivent être des gens qui aient un certificat d'aptitude donné à l'issue d'une formation complète, certifiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Là, il y a souvent des carences avec des gens qui ne sont pas réellement compétents. Alors, les associations demandent aussi à juste titre que les exportations d'animaux vivants soient interdites hors de l'Union européenne. Alors, le bétail, dans ces grands transports qui peuvent se faire en train, qui peuvent se faire en bateau, qui peuvent se faire en camion, souffre à peu près de tout. Ils sont malmenés, ils ont des chocs, ils ont des stress, ils ont froid l'hiver, ils ont très chaud l'été, ils meurent en cours de route. Il y a une odeur pestilentielle la plupart du temps dans ces camions. Et peut-être que ça ne gêne pas les animaux, mais ça montre simplement qu'ils se trouvent dans de mauvaises conditions. Donc, je pense que ce sera bien de demander effectivement que plus aucun animal vivant ne soit transporté dans des très longs temps, qui peuvent quelquefois durer 3 jours, et très souvent, on ne leur donne pas d'eau, et ni de nourriture. Enfin, c'est vraiment des conditions de transport lamentables. Beaucoup disent que ce sont plus des convois de l'horreur que du transport d'animaux. Donc ça, c'est pour les transports de longue distance et qui concernent toujours pareil les grands élevages industriels. Donc, les règlements, ils sont là. Hein. Simplement, ils sont pas suivis. Donc, je pense qu'il faudra effectivement demander que, puisqu'il y a une réglementation qui est faite et qui est relativement bien faite, qu'elle soit appliquée, tout simplement. Arrivé à l'abattoir, les animaux sont mis dans un espace d'hébergement qui est un espace pour les déstresser. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pour que la viande soit de meilleure qualité, il ne faut pas qu'il soit mis à mort en conditions de stress. Donc, il faut que les structures soient en matériaux qui ne les blessent pas, qu'ils aient de l'eau. Si ça doit être long, qu'on leur donne à manger. Et pendant cet hébergement, un salarié spécialisé RPA, c'est-à-dire responsable protection animale, doit veiller à leur confort et à ce que du début à la fin, ils soient traités de manière convenable. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est que le salarié, c'est un salarié de l'établissement, c'est un salarié de l'abattoir, il n'est pas indépendant. Donc, en fait, il subit des pressions pour que ça aille plus vite et que finalement, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à faire très bien leur travail. Il y a l'intervention également de vétérinaires pendant ce passage à l'hébergement, qui viennent voir les animaux, voir leurs conditions d'hébergement et leur état. Et j'ai rencontré des vétérinaires qui faisaient ce travail et qui nous ont donné leur témoignage que c'était vraiment pour eux des journées très difficiles, que l'ambiance abattoir est quelque chose qu'ils considéraient comme épouvantable. C'était vraiment dans leur profession le point noir. Ça, on a eu beaucoup, on a eu des réunions avec la SPA et les vétérinaires. Et donc, c'était assez intéressant d'avoir leurs témoignages. Vraiment, on les sentait émus et assez bouleversés par ce côté de leur profession. Alors, la plupart des abattoirs, en fait, ils sont conformes au niveau du matériel. Et il y a plutôt des manquements, en fait, au niveau de la formation du personnel et de la cadence qu'on les oblige à avoir.
en 2018, et il y a eu une loi appelée la loi alimentation. Et il y a eu quelques avancées, dont une avancée qui aurait pu être importante, c'est que des vidéos soient placées sur tout le trajet des animaux dans l'abattoir. C'est-à-dire que finalement, tout était filmé. Alors, en fait, ce système n'a jamais été appliqué. Les abatteurs n'ont pas trouvé intérêt et les syndicats des salariés non plus, dans la mesure où ils ont craint un flicage du personnel. Et ça, évidemment, on peut le comprendre. C'est déjà pas très drôle de travailler dans les abattoirs et avec la peur d'être filmé en permanence. On peut comprendre, mais je pense que ce serait quand même une très, très grande amélioration. Alors, les abatteurs, en fait, ils ont trouvé intéressant de mettre les vidéos à surveiller les parkings. Il y a eu des vidéos, mais mises sur les parkings. Seulement 3 abattoirs ont appliqué cette nouvelle loi, ont mis des vidéos sur 265 abattoirs de boucherie et 669 abattoirs de volailles et de lapins. Là, je vous ai parlé jusqu'à maintenant des gros animaux, mais pour les volailles et puis pour les lapins, c'est exactement la même chose. Hein. C'est absolument terrible ce qu'on leur fait vivre. Donc, puisqu'il y a des lois, puisque, somme toute, dans les entreprises, au niveau des matériaux, ça va bien. Là, il y aurait moyen d'améliorer les choses. C'est que l'humain décide d'être humain. Donc là, ce sera ça qui sera à voir en priorité. Il y a une mauvaise volonté générale à ne rien faire. Et donc, des nuisances très graves sont dénoncées régulièrement par les associations L214, la Fondation Bardot, One Voice, CWF France et autres associations. C'est que Stéphane Lamar aussi fait des enquêtes sur ce sujet et de nombreuses plaintes sont déposées par les associations après les enquêtes. Alors, ça, c'est le côté noir, mais il y a un côté beaucoup plus plaisant, c'est très intéressant, alors, les abattoirs mobiles et le circuit court. Face à cet élevage intensif, certains éleveurs privilégient la qualité de vie de leurs animaux et par-delà même la qualité de leur production de viande. Et ils organisent des circuits courts avec un système itinérant d'abattoirs en camion qui viennent jusque dans les exploitations, évitent ainsi le transport des animaux, et les blessures et les états de stress. Et il y a une très agréable vidéo que vous pourrez regarder et qui montre bien comment ça se passe. Alors, c'est jamais drôle parce qu'on amène des animaux à se faire exécuter, bien sûr, pour qu'on puisse manger. Mais là, c'est fait dans de bonnes circonstances. L'éleveur peut accompagner ces animaux jusqu'au camion où ils sont donc étourdis. Ça, c'est aussi important. J'ai omis de parler d'étourdissement, c'est obligatoire, sauf pour conditions de culte. Ça, on le sait, donc c'est comme ça. Et donc là, ces camions sont équipés donc, pour faire tout ce travail d'abattage. Et puis, pour s'occuper des carcasses, ils sont parfaits au niveau du sanitaire. Alors évidemment, il y a un frein, comme toujours, parce que les grands industriels de l'abattage ne voient pas ça d'un bon œil. Et il y a aussi quelques associations de protection animale véganes et antispécistes pour lesquelles l'élevage est à bannir complètement. Donc, ils mettent un frein au développement de ces petites structures qui sont pourtant très intéressantes. Et je pense que tout le monde ne va pas cesser de manger de la viande. Hein. Donc, je crois qu'il faudra, alors ça, c'est une piste à suivre et qui est très intéressante. Bon. L'élevage est victime de son industrialisation, mais d'autres voies sont donc possibles. Les citoyens français sont soucieux de la qualité de leur nourriture et ne souhaitent pas ces élevages intensifs et industriels qui confinent les animaux dans des conditions inadaptées et désolantes. Il faut en finir avec l'élevage intensif, ennemi de l'intérêt général. Pour défendre la qualité de vie de nos animaux et la nôtre, il nous faut trouver
retrouver notre souveraineté. Donc, il y a un mot pour ça, le Frexit. Je vais vous parler maintenant d'un autre sujet tout aussi pénible pour les animaux, l'expérimentation animale. Le recours aux animaux pour la recherche ne se justifie que s'il existe des bénéfices évidents pour la santé humaine et animale. Même le laboratoire Sanofi, qui tient ses propos et s'est engagé à respecter et même à aller au-delà de la réglementation des standards concernant l'utilisation des animaux pour les expériences scientifiques et à développer des méthodes alternatives. Cependant, aujourd'hui encore, aucun médicament, sauf peut-être certains vaccins, ne peuvent être développés sans être au préalable testés sur les animaux de laboratoire. Les chercheurs doivent prendre en compte les exigences de l'essai clinique et les exigences du bien-être animal. Le personnel des laboratoires doit être compétent et formé au bien-être animal. Le choix des espèces animales doit se faire parmi celles susceptibles de moins ressentir la douleur, la souffrance, l'angoisse ou de subir des dommages durables. La recherche sur l'animal est encadrée au plan législatif et réglementaire par des textes européens. Cette réglementation consiste à remplacer les animaux autant que possible, réduire leur nombre et améliorer les conditions d'utilisation. Il semble que ce soit fait comme ça et qu'il n'y ait pas les mêmes problèmes, que, même s'il y a des excès sûrement de temps en temps, mais il n'y a quand même pas les mêmes problèmes qu'avec les abattoirs. Donc, il y a une liste d'animaux utilisés. On utilise de moins en moins quand même les chiens, les chats, enfin les animaux vraiment qui nous sont particulièrement sensibles, mais les autres souffrent aussi. Alors, je vais vous expliquer un peu. Alors, il y a les souris, il y a 59%. Donc, dans les animaux utilisés pour les expérimentations, il y a 59% de souris, 16% de poissons, 9% de rats, 6% de lapins, 3% de poulets, les cochons d'Inde, 2%, des oiseaux, 0,7%, des chiens, 0,2% seulement, des primates non humains, alors je vais vous dire ce que c'est que des primates humains après, 0,18%, et des chats, alors ils ne donnent pas de pourcentage, 1067, mais ils en utilisent quand même. L'expérimentation sur les grands singes, c'est ça, les singes considérés comme humains, gorilles, chimpanzés, bonobos, orang-outans, est interdite. Parmi les animaux utilisés, 22% ont un génotype volontairement modifié, lequel est dommageable pour un animal sur 10, dont 88% des souris. Donc, il y a quand même beaucoup de cas sur les animaux. Voilà. Il y a toute une procédure, hein, c'est codifié en matière de douleur, je vous ai parlé un peu, enfin c'est douleur légère, douleur modérée, douleur sévère, c'est quand même très très codifié et tout le monde essaye. Bien sûr, il y a aussi un frein, là, ce sont les laboratoires pharmaceutiques, tout le monde essaye d'aller quand même vers le remplacement des animaux pour l'expérimentation. Alors, en Europe, les animaux sont utilisés pour les études de biologie fondamentale, la recherche et le développement de la médecine humaine, vétérinaire et dentisterie, la production de contrôle des produits de médecine humaine, vétérinaire et dentisterie, les essais toxicologiques et substances chimiques, un large éventail d'autres utilisations de type virologie, traitement oncologique, recherche et développement pharmaceutique, génétique, essais d'association de médicaments. Les produits, concernant les produits cosmétiques, depuis le 11 mars 2013, il y a une interdiction de mise sur le marché de ces produits qui seraient encore testés sur les animaux. Alors, donc maintenant, logiquement, les laboratoires cosmétiques ne testent plus sur les animaux, mais il peut y avoir parmi leurs produits certaines molécules qui, elles, auront été testées ailleurs sur des animaux. C'est pourquoi le label vraiment non testé sur les animaux est vraiment assez difficile à avoir pour ces produits cosmétiques.
Je pense qu'en tant que mouvement politique, c'est très bien de se positionner en faveur du développement des méthodes alternatives et d'accélérer le processus de validation. Et justement, la Fondation Bardot avait lancé un programme qui s'appelait Valitox, piloté par le comité scientifique ProAnima. Et c'est des nouvelles méthodes alternatives de travail sur la cellule. Donc, tout est, le frein au développement de ces nouvelles méthodes viendrait en fait de la lourdeur du processus de validation. Tout est centralisé dans un centre de validation européen, le CVAM, qui met des années avant de donner un avis sur une nouvelle méthode. Le programme Valitox, donc basé sur le test pratiqué sur les cellules humaines, n'a toujours pas été validé 10 ans après. Donc, il serait vraiment… on peut penser qu'il y a quand même une mauvaise volonté pour faire avancer les choses. Et là, on retourne sur le lobby pharmaceutique. Parmi d'autres pistes pour faire objection à l'expérimentation sur les animaux, c'est la reconnaissance d'un droit d'objection de conscience à l'expérimentation animale qui existe en Italie et aux Pays-Bas. C'est vrai que aux Pays-Bas, notamment, ils sont assez avancés en ce qui concerne la protection animale, mais on arrive maintenant quand même à être à peu près au même niveau. Donc, l'objectif final, il doit être le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants. Bon, il semble que maintenant, on n'en soit pas encore capable, mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté et en accélérant la recherche et sans la freiner, je pense que dans les années qui viennent, ce sera vraiment une grande avancée si on pouvait arriver à se passer des animaux, plus testés sur les animaux. Alors, deux sujets maintenant un peu difficiles à aborder, la chasse et la corrida. Alors, je vais faire court parce que, bon, la chasse, bien sûr, je n'ai pas l'intention de dire qu'il faut interdire la chasse, pas du tout mon propos. Ce n'est pas un sujet que je connais très bien, je n'ai pas vécu dans une famille de chasseurs, sauf que, en réfléchissant bien, un de mes ancêtres assez proches quand même était garde-chasse dans un château, et il était d'ailleurs aussi maire du village, donc il était garde-chasse. Ma famille… avant mon père, des générations avant mon père, étaient des gens qui habitaient la campagne et qui avaient des terres. Donc, je pense qu'ils chassaient, mais je ne les ai pas connus. Non, mon père ne chassait pas. Donc, ce n'est pas un milieu que je connais bien. Donc, ce que je proposerais pour la chasse, et ce qui serait intéressant de faire, ce serait de faire une table ronde entre patriotes, avec des chasseurs, avec des non-chasseurs, et on pourrait comme ça échanger tout à fait gentiment, sans se fâcher, nos idées. Alors, ce qui est à retenir quand même, c'est l'absence de contrôle de l'état de santé des chasseurs et aussi de l'état de leurs armes. Alors, c'est vrai qu'on imagine une personne qui prend sa carte de chasse et au fil des années, qui fait un Alzheimer, par exemple. On connaît bien un président d'un grand pays qui ne sait plus marcher droit sur un tapis rouge. Donc, on l'imagine avec un fusil et ne saurait plus sur qui tirer. Donc, voilà, l'absence de contrôle de l'état de santé des chasseurs des armes, en sachant que 90% des accidents de chasse sont dus à des manquements aux règles de sécurité. Il pourrait aussi avoir droit à des petits contrôles d'alcoolémie. Ce sera sans se vexer. Hein, quand on prend notre voiture, on est bien contrôlé, donc avec une arme, je pense qu'ils peuvent accepter ça. Et également, alors ça, les gens ils sont très sensibles, c'est le partage de l'espace public. Beaucoup de gens disent on peut plus aller se promener en forêt le dimanche, les coups de feu, ça nous fait peur. Et donc, je sais pas, il faudrait peut-être se mettre d'accord sur un dimanche sur deux. Je pense que ce serait quand même quelque chose qui serait tout à fait possible.
Donc là, je proposerai ça pour sortir quelque chose justement d'original, pour avoir des idées concrètes, de faire une table ronde sur la chasse. Deuxième sujet, la corrida. Alors là, je ne proposerai pas de table ronde parce que je pense que de toute façon, effectivement, il y a Émeric Caron qui s'en occupe en ce moment. Je pense qu'il va y arriver avec les gens qui sont d'accord avec lui. C'est donc pas la peine de trop discuter sur le sujet pour le moment, parce que je pense qu'il faut aller vers une interdiction de la mise à mort. C'est un spectacle pas tellement glorieux. Et là, pour le coup, je suis un peu d'accord avec lui. Et puis, je me dis, il va faire le boulot, et puis, après tout, ce sera peut-être pas plus mal. On peut faire peut-être des corridas sans mise à mort, sans blesser le taureau, sans tuer des chevaux qui sont quelquefois éventrés pendant un spectacle. Donc, voilà. Là, je pense que il y aura peut-être pas le même intérêt. Enfin, les gens qui aiment la corrida, je ne suis pas sûre qu'ils aient envie de venir à une corrida sans mise à mort. Ça, c'est à voir. Bon. Mais ça, c'est pas vraiment notre culture non plus, parce que même s'il y en a beaucoup dans le sud de la France, c'est pas une culture française. Hein. Ça nous a été importé d'Espagne, donc on ne peut pas non plus dire c'est culturel. Non, c'est des habitudes, hein, mais certaines habitudes, on peut considérer qu'elles ne sont pas très bonnes et arriver à s'en passer. Mais je pense que de toute façon, on va vers ça. Et que 75% des Français, suivant tous les sondages qui ont été faits, sont pour l'arrêt carrément de la corrida. Et alors, chez les jeunes de 18 à 24 ans, c'est 89%. Donc je pense qu'on en viendra là inévitablement. Mais je pense que ça risque d'avancer assez vite dans les temps qui viennent. Donc voilà, cette fois, c'est assez amusant de dire pas trop de mal. Moi, je ne dis pas trop de mal d'Émeric Caron dans ce domaine. Alors, on va passer maintenant aux avancées récentes c'est novembre 2021. Et là aussi, c'est un député En Marche qui avait du bon travail. Hein. Et la loi est passée au journal officiel le 1er décembre 2021. Et il y a plusieurs sujets qui touchent les abandons, le problème des abandons des animaux domestiques, des avancées pour renforcer les sanctions contre la maltraitance des animaux domestiques et la fin donc, des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums, et aussi arrêter l'exploitation des visons, hein, parce que ça se faisait de manière assez peu intéressante pour les animaux. Donc, on va commencer par lutter contre les abandons des animaux domestiques. Alors, le député qui s'est occupé de ça, il s'appelle Loïc Dombreval. On peut le citer parce qu'on font des bonnes choses, bon, il faut le dire quand même. Pour limiter les achats impulsifs et essayer de prévenir les abandons, il y a un texte maintenant qui impose aux futurs primo-propriétaires d'un chat ou d'un chien de signer un contrat d'engagement et de connaissance. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans cet engagement. Je suppose qu'on leur explique que l'animal est un être vivant et qu'il peut souffrir et qu'il n'est pas une peluche, enfin, grosso modo. Hein. Il y aura un délai de réflexion de 7 jours qui est imposé entre la délivrance de ce nouveau certificat et l'achat ou le don de l'animal. Parce que même si on donne un animal, on doit faire signer ce contrat, ce certificat. C'est une bonne chose. Dire que ce sera suffisant, sans doute pas, mais c'est une petite alerte quand même. Ça peut effectivement, ça peut être utile. Alors ça, par exemple, ça se fait très bien, je pense, chez les bons éleveurs, parce que les éleveurs, ils aiment leurs animaux, à part certains, mais très rares quand même. Hein, les éleveurs aiment leurs animaux, ils les élèvent donc pendant quelques semaines, quelques mois, et ils n'ont pas envie de les céder à des gens qui ne semblent pas aimer les animaux. Ça, je pense que chez les éleveurs, ça va. Dans les animaleries, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Dans les SPA, il y a des discussions, il y a aussi des échecs. Hein. Il ne faut pas penser que parce qu'on va passer beaucoup de temps, parce qu'on a l'impression que les gens nous ont fait un très très bon effet, que les choses vont se passer bien. Il y a aussi des fois l'animal dans les SPA qui n'est pas toujours non plus très… c'est des animaux qui ont souffert quelquefois, donc on peut avoir des attitudes surprenantes. Donc, ça n'est jamais acquis de toute façon, mais bon, c'est déjà une amélioration si on fait comprendre aux gens que c'est une énorme responsabilité que de se charger d'un animal et que c'est pas pour un mois, c'est pour compter 15, 16 ans, hein, quelquefois plus. On va aller également vers l'interdiction de vente des chiens et des chats en animalerie. Déjà, ils ne vont plus avoir le droit, ils n'ont plus le droit de les présenter dans des vitrines. Ça, c'était extrêmement, des vitrines en verre, souvent, c'était extrêmement stressant pour les pauvres animaux qui passaient là des heures et à se faire regarder par les gens et à subir des stress. Donc, l'interdiction de la vente des chiens et des chats en animalerie, c'est à partir de 2024. On leur a proposé que des chiens et des chats abandonnés, donc le SPA, hein, soient présentés à l'adoption dans les animaleries, je suppose pour faire venir des gens, en partenariat donc avec les refuges. Et donc plus d'animalerie en vitrine. Et interdiction également des offres de cession d'animaux sur Internet. Mais ils ont mis des dérogations. À partir du moment où il y a des dérogations, ça risque de quand même y avoir quelques animaux qui soient adoptés dans de mauvaises conditions. Il faut quand même créer une rubrique dédiée, contrôlée, labellisée, mais bon, une bonne interdiction sur Internet, ça aurait peut-être été pas plus mal. Hein. La vente en ligne est permise pour les éleveurs et les animaleries. L'interdiction de la vente ou d'un don d'un animal de compagnie aux mineurs. Apparemment, jusqu'à maintenant, c'était possible, sans accord des parents. Donc, si un mineur peut adopter, à partir du moment où les parents acceptent. L'identification des chats et des chiens domestiques est maintenant obligatoire, que ce soit une vente ou que ce soit un don. Et ils ont décidé aussi un statut pour les associations de protection animale sans refuge et les familles d'accueil d'animaux abandonnés. Alors ça, oui, c'est bien. Il y a des associations que j'aime bien. Il y en a une qui s'appelle Bête de Seine et ils n'ont pas de refuge. Et quand il y a un animal perdu ou abandonné, ils sont mis dans des familles. Et ce qui est bien, c'est que là, ils reçoivent une éducation. S'il y a besoin de faire un petit peu de redressement d'autorité, un petit peu d'éducation pour le chien, c'est fait gentiment, c'est fait dans la famille. Et là, je pense effectivement que c'est extrêmement bien pour les adoptions. Quand les gens viennent pour adopter un animal dans une famille d'accueil, la famille est capable de leur en parler et de savoir si le chien, le chat, c'est un chat d'intérieur, d'extérieur, si le chien peut vivre en maison, s'il faut absolument un jardin. Enfin, ça c'est une manière d'avantager des adoptions réussies. Donc, il y a cette avancée qui est bien. Et également, la législation sur les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, alors ça, je pense que oui, il fallait légiférer. Ben, je vais vous lire, pour vous distraire un peu, un mail que nous avions reçu à la SPA de Saint-Malo en 2007. Je voudrais dénoncer une personne sur Saint-Malo qui achète des poissons, des hamsters et des souris et leur fait du mal, leur donne de l'alcool à boire, a coupé la queue de la souris, l'enfume, la fait tourner par la queue. Il met du Ricard dans l'aquarium, introduit un poisson combattant qui tue les poissons rouges. Il trouve ça drôle et s'en vante. Alors, il nous donne son adresse. Et c'est vrai que ça nous avait fait sourire malgré tout. Bien sûr, on était intervenu, une collègue, moi je n'étais pas allée sur cette affaire, une collègue était allée voir. Mais vous voyez, même sur des petits animaux comme ça, l'imagination énorme que des gens peuvent avoir pour maltraiter des animaux. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment essayer de mettre beaucoup de barrières, même, je dirais, de barrières
clair, hein, pour que les gens n'adoptent pas inconsidérément. Et si on n'a pas confiance en quelqu'un, ben, il ne faut pas céder un animal. Et, alors, autre interdiction aussi, alors ça je ne connaissais pas, c'était les manèges japonais. Bon, je me suis renseignée. Donc, en fait, ce sont des manèges pour enfants et ils sont entraînés par des poneys qui tournent inlassablement toute la journée autour du manège pour faire tourner le manège. J'en ai jamais vu personnellement dans ma région et peut-être dans le sud de la France, c'est possible. Mais en tout cas, c'est interdit, ce qui est une très bonne chose quand même parce que les pauvres animaux, ils perdaient la tête avec ça. Alors, des dispositions sur les fourrières sont revues aussi. Les communes pourront confier cette mission à des associations, des SPA par exemple, qui ont un refuge et qui ont de la place dans les refuges. Et ça, c'est intéressant parce que à la SPA de Saint-Malo, il y avait une association, un arrangement avec la fourrière municipale. Et dans les années 2010, le maire a décidé qu'il n'y aurait plus de fourrière municipale. Ils ont supprimé ce service. Et donc, les animaux qui sont perdus sur la région de Saint-Malo, Dole, c'est la même chose, partent dans une fourrière du côté de Rennes, qui dépend plus ou moins de la SPA de Paris, mais bon, plutôt moins que plus. Et donc, les gens sont obligés d'aller chercher leurs chiens là-bas. Et la SPA de Saint-Malo s'est vue un petit peu refiler tous les grands chiens qui étaient difficiles à adopter. Donc, là, ce n'était pas forcément une amélioration. Donc, s'ils font ça, de pouvoir directement mettre un animal dans une SPA, c'est une bonne chose. Maintenant, on va évoquer l'obligation pour le maire de faire stériliser les chats sauvages sur la commune. Alors, ça avait été demandé et apparemment, qui était prévu dans le texte initial. Malheureusement, ça a été remplacé par une expérimentation sur 5 ans d'une action coordonnée contre la prolifération des chats errants par l'État et les collectivités locales volontaires. Alors, j'ai découvert ça récemment parce que je m'intéresse à ce cas précis chez moi de Bretagne. Il y a beaucoup de chats errants. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un nouveau petit minou. Et on l'a sauvé. J'ai effectivement pas vraiment voulu appeler la mairie parce que je savais qu'il irait en fourrière, que le chat né dehors, il allait être un petit peu sauvage, ce qui est normal. Donc, il allait simplement être euthanasié. Hein. Mais c'est tout simple. Hein. Ils viennent les chercher. Et, il y a énormément de chats. Il serait passé à la trappe et ça aurait quand même été dommage. Et donc, en fait, avec une autre personne, nous avons décidé de créer une association qui est en train de se faire en ce moment. Parce que, avec l'aide de 30 millions d'amis, notamment, et également de la Fondation Bardot, s'il se crée dans les villes, dans les villages, une association qui offre son aide à la mairie, le maire est un peu obligé de passer par là, c'est-à-dire d'accepter nos conditions. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même fortement conseillé. Donc, ça met un peu, c'est ce qui est vraisemblablement en train de se passer à Dole. Parce que sinon, la fourrière de béton venait et les gens ne revoyaient plus les chats, en fait. Alors, qui a besoin d'en euthanasier? Oui, sûrement, tous les chats malades, tous ceux qu'on sida, la leucose, il faut les tester, et puis ça, effectivement, il faut les endormir. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Et il faut que la population de chats qui restent sur place soit des chats bien portants pour éviter les risques sanitaires, tout simplement, de contaminer les chats des gens, parce que forcément, ils se rencontrent. Et puis, ils ont leur utilité, les chats en ville. Il y a maintenant, la mode étant au pourrissoir, enfin, on appelle ça comme ça. On met les ordures de table dans un endroit, j'en ai un à 50 mètres de chez moi, et ça attire quand même un peu les rats. Hein. Donc, c'est bien en même temps d'avoir une population de chats contrôlée, hein, mais il faut l'aide de bénévoles. Ça se fait très bien dans une ville à côté, Dinard, une ville balnéaire bien connue. Depuis 2002, le maire en place, qui a été là très longtemps, aimait les animaux et il avait commencé à travailler
avec des bénévoles. Alors, il y a des bénévoles qui servent de sentinelles, hein, qui repèrent, qui connaissent la population des chats, qui peuvent dire qui est chat sauvage et qui est le chat qui appartient à quelqu'un à côté. Et on fait des trappages 2 à 3 fois par an, hein, avec des trappes non dangereuses. Hein. On met de la nourriture dedans, puis quand le chat rentre, pouf, la trappe se ferme. Et on emmène le chat se faire stériliser. C'est la mairie là, qui doit s'en occuper. Et la mairie peut faire appel à 30 millions d'amis et à la Fondation Bardot pour avoir des aides. En général, ils payent au moins la moitié des stérilisations. Après ça, on remet souvent une petite lettre qui est tatouée dans une oreille du chat. Ça ne coûte pas très cher de faire ça. Et de chats errants, ils deviennent chats libres. Donc, c'est les chats en ville, contrôlés donc, par la municipalité et par les associations, sont des chats qu'on appelle libres. Et les bénévoles leur donnent à manger. C'est pour ça que dans l'association, pour bien encourager le maire à faire ça, on essaiera de trouver quelques subsides pour acheter des croquettes et puis que ce ne soit pas à la charge de la mairie. Donc, en faisant ça comme ça, on contrôle la population des chats. Et il en reste quelques-uns, c'est sympathique et il en faut. Et tout le monde est content. Pour arriver, on a trouvé le moyen très simple. On a fait une pétition et on a eu tous les commerçants avec nous. Donc là, le maire se trouve un petit peu coincé et je pense qu'il va faire ça très bien en fait. Hein. Je pense qu'il a compris qu'il allait mieux le faire et ce sera là vraiment de la protection animale et non pas ce qui est fait quand on enlève les chats quand ils sont considérés comme dérangeants et qu'on les emmène les euthanasies. C'est pas une bonne solution. Donc, c'est une stérilisation des femelles. Dans un premier temps, l'idéal, c'est de stériliser les deux. Mais si on stérilise les femelles et qu'on n'y aura plus de naissance, parce que le nombre des chats, les chats se multiplient avec une rapidité absolument incroyable. Donc, en 5 ans, un couple de chats peut, en théorie, bien sûr, donner naissance à 15 552 chats. Donc, c'est c'est exponentiel, hein, la reproduction du chat. Et c'est un problème partout, en ville, dans les campagnes. De tout le temps que j'ai fait de la protection animale, en fin de compte, on est toujours le même problème. Il y a toujours ce problème des chats errants qui n'est pas pris en compte par les mairies, comme ça doit, dans l'idéal, se faire. Donc là aussi, encourager les maires à faire ce travail, aidés par les associations, hein, ça c'est important. Hein. On peut très facilement créer une petite association pour cette occasion. Alors, autrement, en dehors de cette prolifération des chats réglée par le maire et la municipalité, renforcer les sanctions contre la maltraitance des animaux domestiques. Le code pénal punit déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique. Le texte durcit les sanctions qui pourront être aggravées, notamment lorsque les faits sont commis en présence d'un enfant. Et sont aussi aggravées les peines en cas d'abandon dans certaines circonstances. Je suppose abandon d'un animal en mauvais état, par exemple. Par ailleurs, un amendement transforme en délit le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé. Alors, des exceptions sont prévues pour les traditions locales. Et là, on revient à la tauromachie. C'est un peu là, le respect des équilibres, ça devient difficile. Je dirais que c'est un petit peu incohérent, mais bon. Enfin, si les peines sont aggravées pour les délits, c'est bien. Surtout, par exemple, après que ces gens qui ont maltraité des animaux n'aient plus jamais le droit d'en prendre, qu'ils soient un petit peu surveillés. Enfin, ça, c'est quand même important. On revoit toujours les mêmes
qui maltraitent un animal et en reprennent un autre et le remaltraitent. Et donc ça, c'est une chose, de leur coller une interdiction définitive d'avoir des animaux est une bonne chose. Parce que ça marche, hein, ça marche bien et ça les impressionne. Ils veulent aussi faire un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. Un peu de la même façon qu'on fait un stage pour les gens qui sont pris en alcoolémie au volant. Donc, voilà. Et alors, des nouvelles dispositions viennent mieux réprimer la zoophilie et la zoopornographie. Alors, vraiment, tout est imaginable. Et avec beaucoup, semble-t-il, d'annonces sur Internet de vente d'animaux pour servir donc dans un but zoophile. Ça existe dans des sites de rencontres zoophiles. Ça, je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment l'imagination humaine par rapport aux maltraitances sur plus faible que soi. Hein. C'est vraiment absolument incroyable. Alors, les animaux sauvages dans les cirques itinérants et dans les delphinariums. Alors, le texte envisage, après un accord en commission mixte paritaire, d'interdire d'ici 2028 la détention et le spectacle d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. Je pense que c'est très bien parce que les animaux sauvages sont quand même pas faits pour vivre dans des cages, parce que c'est ça leur vie. Hein. Ils vivent dans des cages. Ils sont dressés, parce que là, on ne peut pas dire qu'un animal sauvage ne va jamais avoir envie de vous faire plaisir en faisant quelque chose. Hein. Donc, ils sont contraints à faire ce qu'ils arrivent à faire, ils sont contraints à le faire. Et ils souffrent beaucoup aussi dans les déplacements. L'animal qui souffre le plus dans les déplacements, ce sont les éléphants. Parce que leur système, ils sont ballottés d'un côté à l'autre et c'est terrible pour eux donc, de se déplacer. Et ça, là aussi, c'est toujours fait dans des conditions lamentables, en fait. Ils ont en plus, on le voit bien hein, dans les petits cirques, hein, leurs animaux ne sont pas toujours en très très bon état. Donc, parce que comme tout le monde, hein, ils subissent, ils n'ont plus d'argent. Et donc, ça coûte cher hein, les animaux hein, pour les nourrir, pour bien s'en occuper. Les vétérinaires, enfin, ne doivent pas les voir souvent. Donc, je pense que vraiment, il faudra venir d'ici 2028, donc, voilà, comme je l'ai dit au début de ma prise de parole. C'est long, mais je pense que c'est normal. Il faut aussi accepter que ça se fasse doucement. Et il ne faut pas brutaliser les gens qui avaient leurs habitudes de vie et de travail. Ils gagnaient quand même leur vie comme ça. Maintenant, le cirque, il y a aussi beaucoup d'autres belles choses. Hein. Moi, je pense que les trapézistes, par exemple, je trouve ça merveilleux. Les clowns, bon, ils peuvent se rattraper d'une autre façon. Et je ne pense pas que montrer 2 ou 3 animaux comme c'est maintenant, ça puisse les empêcher de travailler quand même. Alors, les spectacles de dauphins au dock, alors ça c'est une autre affaire, je ne sais pas comment ces sociétés, Marineland, etc., ils pourront trouver. Là, ce sera une certaine fin pour eux. Donc ça, eux, c'est à partir de 2026. Il sera mis fin à leur détention et reproduction en captivité, sauf dans le cadre de programmes de recherche scientifique ou dans des refuges sanctuaires pour des animaux sauvages captifs. Donc, le spectacle avec des animaux sont prohibés dans les discothèques ou dans les fêtes privées. À partir de 2023, il ne pourra plus y avoir d'animaux sauvages dans les émissions de variété ou dans les jeux à la télévision. Ça, c'est une bonne chose quand même. Et je me souviens, une année, on a fait une petite action sur Dinard, au casino. Il y a des machines à sous. Hein, et ils avaient trouvé intéressant d'amener une panthère. Une panthère en cage. On avait un collier presque en diamant, mais à part ça, c'était vraiment ridicule. Hein. Alors ça va être interdit hein, à partir de 2023, donc cette année. Ça, c'est une très bonne chose. Alors les montreurs d'ours également et de loups seront interdits. Alors, ça va toucher environ 350 animaux de cirque, 850 animaux de cirque, 21 dauphins, 4 orques et 5 montreurs d'ours sont concernés. Les montreurs d'ours,
depuis quelques années, on en voit de moins en moins parce que quand ils étaient annoncés dans quelque part, il y avait quand même toujours une association qui demandait à ce que ça ne se soit interdit, à ce que ça ne se fasse pas. Et donc, je pense effectivement que 5. Hein. Donc, et celui que je connaissais, là, sur Saint-Malo, il avait arrêté depuis longtemps parce qu'il sentait bien que c'était quand même très peu populaire. Ce qui va être terminé également, hein, c'est les élevages de visons d'Amérique et d'autres espèces sauvages pour les fourrures. C'est également une très, très bonne chose. Très bonne chose. Donc, les chats errants, alors je vous en ai parlé, je voulais terminer par ça. Et non, je vous en ai déjà parlé un petit peu avant. Le conseil que j'ai à donner vraiment, alors si vous prenez un chat, faites-le stériliser. Parce que c'est comme ça que vous allez empêcher la prolifération des chats. Et quelquefois, les gens disent les chats, ça se débrouille tout seul. Non, non, ça ne se débrouille pas tout seul, un chat. Un chat errant, il a 2 à 3 ans de vie, c'est tout. Et ils se battent, ils ont des accidents, ils attrapent des maladies. Donc, il y a le sida du chat, la leucophéline. Donc, c'est vraiment... ils ne peuvent pas vivre comme ça, les chats, en fin de compte. Hein. Donc, je vous parle de mon petit minou, en fait, j'ai remarqué que le chat, ce qui doit être le père, en fait, il appartient à une dame, on s'est renseigné, effectivement, alors on le voit, il traverse dans le passage pour piétons, hein, il va rejoindre la même chatte, ils reforment un couple, et c'est pas un chat sauvage. Donc, c'est aussi pour ça qu'en fin de compte, ça n'a pas été difficile de le sociabiliser. C'est un chat qui est né de 2 chats dont on ne s'occupe pas beaucoup. Et là, donc, la personne qui a le mâle lui a dit que son chat n'est pas castré. Donc, j'envisage de lui demander une pension alimentaire s'il mange très, très bien. Et donc, voilà, la femelle ne me ressemble pas non plus, elle n'est pas du même type que les autres chats sauvages qui sont en ville. Donc, c'est des chats qui sont adoptés parce qu'ils sont mignons, parce que c'est gentil, un petit chaton, et ils ne sont pas stérilisés. Et puis après, les gens pensent que le chat va se débrouiller comme ça un peu dehors. Et non, non, en fait, ben voilà, ils ne se débrouillent pas du tout, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils ont besoin de l'humain pour ben, s'en occuper. Et ils le méritent, hein, ils le méritent. Ce sont des bons petits compagnons. Voilà, écoutez, j'ai fait un tour sur de quelques sujets, presque tous les sujets, mais on pourrait effectivement redévelopper à une autre occasion chacun des sujets, hein, en le mettant à jour déjà, parce qu'on peut espérer qu'il y ait des nouvelles avancées. Et que les choses aillent de mieux en mieux vis-à-vis de nos animaux. Ce qui est à craindre, quand même, c'est plutôt l'inverse, je dois dire. Je ne suis pas trop optimiste dans ce sujet, parce que quand une société va mal, quand il y a des problèmes dans la société, bien les animaux trinquent, de même que les personnes âgées, les enfants, les faibles, trinquent en général. Donc, j'ai toujours vu ça. Les animaux sont les premiers quand les gens perdent leur emploi. Ils viennent vite à la SPA en disant on ne peut pas le garder, ou ils déménagent, ils vont dans plus petit, ils ne peuvent pas garder l'animal. Donc, c'est ce qui est à craindre, et ça s'est déjà passé d'ailleurs pendant le Covid. Il y a eu des adoptions pendant le Covid parce que les gens se sont trouvés avec du temps libre et ils avaient envie d'aller se promener. Il y a eu quelques adoptions, ça marchait bien. Et depuis, il y a beaucoup d'abandons. Donc voilà, ça c'est le résultat et ça a été très remarquable. Et je crains qu'il faut pour ça être très vigilant. Dans les périodes troubles, les animaux il risque d'y avoir une régression dans la manière dont on traite les animaux.
Donc, je pense qu'il faut, nous, un outil au titre patriote. Tous les patriotes que j'ai rencontrés, ils aiment tous ces animaux, ils sont tous sensibilisés à la cause animale. Ça, j'en ai parlé un peu partout et les gens sont vraiment très, très portés à vouloir soutenir la cause animale. Eh bien, je pense qu'il faudra qu'on soit tous très vigilants dans les temps qui viennent. Ce sera une thèse supplémentaire à soutenir dans les temps qui viennent. Voilà. Merci.